Imaginez un peu, partout sur Terre, on a des antennes gigantesques braquées vers le ciel. Elles écoutent. Elles écoutent l'univers, les océans, notre propre atmosphère. Et la plupart du temps, franchement, ce n'est que du bruit de fond, un grésillement constant. Mais, de temps en temps, il y a quelque chose. Un signal qui arrive à percer tout ce silence. Et ce bruit de fond, ce n'est pas rien. C'est le quotidien des scientifiques. Ils passent leur temps à l'analyser, à chercher la petite anomalie, la toute petite structure, le motif qui se répète. Bref, n'importe quoi qui pourrait nous donner un indice sur le fonctionnement de l'univers. Sauf que voilà, récemment, et surtout depuis 2024, il s'est passé quelque chose. On a capté plusieurs signaux qui ne collent pas du tout. Ils défient complètement nos modèles, tout ce qu'on pensait savoir. Ce sont des signaux qui, sur le papier, ne devraient même pas exister. Allez, ouvrons ensemble ces dossiers un peu particuliers. Ok, premier dossier. Pour celui-là, on part très très loin. On va jusqu'aux limites de ce qu'on peut observer dans l'univers. Et notre premier cas, c'est un signal qui nous vient d'un endroit d'où on n'attendait absolument plus rien. Avant de plonger, petit point technique, mais c'est important, il faut qu'on parle des sursauts radiorapides ou FRB pour les intimes. C'est quoi ce truc? En gros, imaginez un flash d'énergie monstrueux, mais qui dure à peine le temps de cligner des yeux, quelques millisecondes. Ça, c'est un FRB normal, c'est la base. Bon, maintenant qu'on a la base, on peut parler de notre anomalie, le FRB 2024-0209A. Et lui, il a fait exploser toutes les règles. Un FRB normal, on a dit, c'est quelques millisecondes. Celui-là, il a pulsé, régulièrement, pendant des mois. Et ce n'est pas tout. Normalement, ça vient de galaxies jeunes, pleines d'étoiles, pleines d'activités. Lui, il vient d'une galaxie qu'on considère comme morte depuis plus de 11 milliards d'années. Rien à voir. C'est là que ça devient vraiment fou, parce que ce signal, il nous force à jeter nos théories à la poubelle. C'est un peu comme si on recevait un SMS d'un cimetière, mais à l'échelle cosmique. Nos modèles actuels sont clairs. Seuls des objets jeunes et hyper violents, comme les magnétars, peuvent créer des FRB. Alors, que font les astrophysiciens? Ils se creusent la tête et sortent des hypothèses incroyables. Peut-être un magnétar fossile, le cadavre d'une étoile hypermagnétique qui se serait réveillée d'un coup, ou alors c'est juste un phénomène qu'on ne connaît pas encore. On repart de zéro. Et cette phrase, elle résume tout. Pensez-y une seconde. Dans une région de l'univers où, en théorie, plus rien ne bouge depuis des milliards d'années, il y a quelque chose qui émet un signal, une pulsation. C'est comme un cœur cosmique qui continue de battre alors que tout autour est mort. C'est vertigineux. Allez, on ferme ce dossier pour l'instant et on en ouvre un deuxième. Cette fois, on se rapproche un peu de chez nous. Et là, le mystère, ce n'est pas tant d'où ça vient, mais plutôt la puissance. Une puissance brute, une énergie qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Ce signal, on lui va donner un petit nom, RB-Float. Ça veut dire le flash radio le plus brillant de tous les temps. Et ce n'est pas pour rien. Accrochez-vous bien. En 3 millièmes de seconde, il a libéré plus d'énergie que des galaxies entières. Des galaxies. C'est un record absolu, c'est du jamais vu. Du coup, la question qui tue, qu'est-ce qui peut bien générer une telle puissance? Surtout que il est relativement proche. Bon, proche à l'échelle cosmique, on parle de 130 millions d'années-lumière. Mais c'est bien plus près que la plupart des FRB. Et cette proximité, ça rend sa puissance encore plus hallucinante. Franchement, ça fait un peu froid dans le dos. Face à un truc pareil, les scientifiques sortent l'artillerie lourde en termes d'hypothèses. On a quoi sur la table? D'abord, l'idée d'un magnétar complètement déchaîné, en hyperactivité totale. Ensuite, un scénario encore plus violent, la collision de 2 étoiles à neutrons. C'est un des seuls événements qu'on connaisse qui soit assez puissant. Ou alors, on est encore une fois face à quelque chose d'inconnu. Un nouveau type d'objet, un phénomène qui ne rentre dans aucune de nos cases. Ok, on quitte l'espace lointain. Changement radical d'échelle. On revient à la maison, sur Terre. Et le troisième dossier, il est peut-être encore plus déroutant. Parce que là, on ne parle plus de modèles sur les galaxies ou les étoiles. Non, là on parle de quelque chose qui semble défier les lois de la physique elle-même. Il y a une règle de base en physique. C'est simple, c'est clair, c'est dans tous les manuels. Aucune particule qu'on connaît n'est capable de traverser des milliers de kilomètres de roches et de glace et d'en ressortir de l'autre côté. C'est tout. C'est un mur infranchissable. Sauf que l'expérience Sanita, qui est en gros un énorme détecteur accroché à un ballon au-dessus de l'Antarctique, a capté des signaux. Et ces signaux, ils ne venaient pas du ciel, ils venaient d'en bas. Ils sortaient de la glace comme s'ils avaient traversé la planète. Et ça, en théorie, c'est tout simplement impossible. Alors la question, elle est simple. Comment c'est possible? C'est le paradoxe total. Comment est-ce qu'une particule peut traverser la Terre entière, des milliers de kilomètres de roches et de glace, et arriver pile pour frapper un détecteur par en dessous? Et là, les explications possibles, elles donnent le vertige. Soit, première option, on a affaire à une nouvelle particule qu'on n'a jamais vue, qui n'est pas dans nos modèles. Soit, deuxième option, carrément une violation des lois de la physique telles qu'on les connaît. En gros, on sera en train d'entrevoir une nouvelle physique. Ou alors, bien sûr,
il reste la possibilité d'une erreur de l'instrument. C'est toujours sur la table, mais plus on analyse, moins ça semble probable. Dernier dossier. Et pour celui-là, on ne quitte pas la Terre, au contraire, on plonge. On va dans l'endroit le plus mystérieux et le moins exploré de notre planète, les grandes profondeurs, les abysses. Et ce qui est dingue, c'est la variété de ces sons étranges. On a par exemple un bourdonnement à basse fréquence dans le Pacifique Sud. C'est beaucoup trop puissant pour venir d'un animal, mais c'est aussi beaucoup trop régulier pour être un tremblement de terre. On a aussi des impulsions qui se répètent près des dorsales océaniques sans aucune source connue. Nos hydrophones, un peu partout, captent des choses qu'on n'arrive tout simplement pas à identifier. Alors on pense à quoi? Les hypothèses, elles vont du plus terre-à-terre ou plus fou. Ça pourrait être des phénomènes géologiques qu'on ne comprend pas encore, des sortes de résonances bizarres, ça pourrait être des activités humaines, militaires ou autres dont on n'est pas au courant. Et puis il y a l'idée, même si elle est jugée peu probable, qu'on aurait affaire à des espèces marines géantes totalement inconnues. Ou tout simplement une nouvelle catégorie de sons naturels qu'on n'avait jamais entendus. C'est une image assez puissante, non? Dans le noir complet des abysses, là où la lumière ne pénètre jamais, il y a des sons. Des sons tellement rythmés, tellement structurés, qu'ils donnent l'impression d'être un code, un message dont on ignore tout, l'origine, l'émetteur et le sens. Et au final, quand on met tout ça bout à bout, le signal de la galaxie morte, le flash surpuissant, la particule impossible, le son des abysses, le point commun il est assez clair. On a des instruments de plus en plus sophistiqués, mais tout ce qu'ils font, c'est nous montrer à quel point on ne sait rien. Ils nous révèlent surtout l'immensité de notre ignorance. On a commencé cette exploration en pensant qu'on écoutait l'univers pour trouver des réponses. Mais si on se trompait? Et si en fait, l'univers nous envoyait ces mystères pour nous apprendre à poser de meilleures questions? Finalement, chaque signal bizarre n'est pas forcément un échec, un trou dans nos connaissances. C'est peut-être juste une invitation à voir les choses autrement. Le but de la science, après tout, ce n'est peut-être pas d'avoir réponse à tout, mais de toujours savoir poser la question suivante.